et je déclare la réunion du 28 octobre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Assia Moukas et Muriel Freinet. Au niveau du PTB, absent. Oui, mais ça joue. Monsieur Debury. Vous avez fait une sortie hier ou... Monsieur Capa. Madame Defranc. Monsieur Lejeune. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi qu'une communication du Collège provincial relatif à l'actualisation des actions de solidarité de la province de Liège en faveur des citoyens et des communes sinistrées à la suite des inondations des 14 et 15 juillet 2021. Je vous rappelle que nos travaux d'aujourd'hui sont consacrés aux réponses du Collège provincial, aux interventions des chefs de groupe et au vote de l'Assemblée provinciale sur les documents budgétaires 2021-2022. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2021. Je donne la parole à Madame la secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. OK. Résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 26 octobre 2021. Séance publique. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Monsieur Erwin Guckel et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 54 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial ad intérim assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la deuxième secrétaire, donc moi-même, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2021. L'Assemblée entend les réponses des membres du Collège provincial aux interventions du 25 octobre portant sur des spécificités relevant de leurs compétences directes. L'Assemblée entend les interventions des 5 chefs de groupe sur les documents budgétaires 2021-2022, y compris la note de politique générale. Le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 18h35. Merci, Madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Ce mardi 26 octobre, nous avons entendu les interventions des chefs de groupe sur les documents budgétaires 2021-2022. J'invite donc Madame la députée provinciale vice-présidente, Cathy Firquet, à la tribune pour nous faire part des réponses du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe et aux documents budgétaires. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Lettre ouverte au gouvernement wallon, référence dossier KFJS 28 10 21. Objet, votre circulaire du 3 septembre 2021 dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours et son implication sur l'élaboration du budget de la province de Liège. Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement wallon, c'est avec surprise et déception que nous avons pris connaissance le 3 septembre dernier de votre circulaire dont objet. Surprise, car cette circulaire tombait en tout cas à nos yeux de nulle part. En juillet 2020, 2 circulaires avaient précédé celle-ci, et si les provinces et les zones de secours attendaient bien une suite, l'importance de la réforme aurait sans doute nécessité un texte légal à la hauteur de l'enjeu, nous y reviendrons. Surprise et déception, car cette circulaire ne règle rien, ni pour les provinces à qui des chiffres sont communiqués sans contrepartie et sans certitude que ceux-ci soient exacts, ni pour les villes et communes qui, pour certaines, attendaient une intervention provinciale à hauteur de 100% du financement communal dans les zones de secours.
Avant d'aller plus loin dans notre courrier, nous nous permettons d'ores et déjà de demander aux ministres écolos de votre gouvernement de faire suivre cette circulaire à leurs mandataires locaux. En commission budgétaire, certains nous ont en effet avoué ne pas avoir reçu ce document et ne pas en connaître les détails. Merci pour eux. Mesdames, Messieurs les ministres, si vous pensez avoir pris vos responsabilités, notre analyse est plus nuancée. Pourquoi ? Premièrement, le principal reproche qui était fait aux précédentes circulaires est que, si elles donnaient un pourcentage de reprise à charge des provinces à l'horizon 2024, elles ne donnaient aucun chiffre précis pour les années ultérieures à l'année 2021. Tout juste se limitaient-elles à préciser que, en 2024, les provinces devraient reprendre 60% de la part communale nette dans le financement des zones de secours. Avec cette nouvelle circulaire, qui nous a donc été communiquée le 3 septembre, vous pensez désormais, nous l'espérons du moins, répondre à cette absolue nécessité de prévisibilité dans le chef des provinces. Effectivement, comme tout bon gestionnaire, nous n'avons eu cesse de vous répéter qu'il nous fallait des chiffres précis et avec une vision plus large qu'une seule année comptable. Votre nouvelle circulaire répond à ces deux demandes puisque désormais, fini les pourcentages, mais des montants précis et communiqués jusque 2024, ce qui donne concrètement, pour la province de Liège, une intervention pour les zones de secours qui se chiffrera précisément à 19,1 millions en 2021, 26,2 millions en 2022, 33,5 millions en 2023 et 40,5 millions en 2024. Bien sûr, ceux qui sont attentifs se demanderont pourquoi la province de Liège oserait encore se plaindre. En un an, le chiffre la concernant passe en effet de 44,8 millions à 40,5 millions d'euros, soit 4,3 millions ainsi économisés. Mais derrière ces chiffres se cachent d'autres questions auxquelles vous ne répondez pas. Qu'en sera-t-il après 2024 ? Si votre circulaire donne des chiffres, elle s'arrête à 2024. Elle s'appelle d'ailleurs « Trajectoire budgétaire 2021-2024 de la reprise du financement communal des zones de secours ». Pourquoi donc ne dites-vous pas ce qui se passera après? Pourquoi ne dites-vous pas si les montants augmenteront ou resteront stables? Pourquoi finalement ce silence? Cette non-précision donne-t-elle les clés de notre avenir à la majorité wallonne qui se mettra en place suite aux élections de la même année? Ces questions sont essentielles à deux niveaux. Tout d'abord, en termes de prévisibilité, et nous y revenons, de la prévisibilité, nous en voulions, mais pas à moitié. Nous devons organiser une trajectoire budgétaire à moyen et long terme, et nous devons donc savoir ce qu'il en sera de ce poste budgétaire d'ici 2024, mais aussi après. Ensuite, ce montant précis n'est plus accompagné d'un pourcentage de participation, d'une clé de répartition entre les communes et la province. C'est nettement mieux pour la prévisibilité, mais bien moins clair pour la gestion des zones de secours. En effet, comment savoir quel sera le poids décisionnel de la province dans les zones de secours sans savoir ce que représente, ce qu'elle apportera ou ce qu'elle apporte, ou ce qu'elle apportera. Pour illustrer cette difficulté, votre note au gouvernement wallon parle désormais d'un pourcentage de 65% d'intervention provinciale, un chiffre qui, lui aussi, vient de nulle part et qui n'est même pas indiqué dans la circulaire. Cependant, pas plus tard que début de ce mois, un député en vue de votre majorité parlait pour 2024 d'une intervention à hauteur de 49% seulement, niant donc ses 60 ou 65%. Ce chiffre n'est évidemment pas anodin puisqu'il laisserait l'entier pouvoir de décision au bourgmestre. En clair, les provinces devront-elles payer 65%, mais ne représenter que 49%. Quoi qu'il en soit, ça pose d'importantes questions quant à la gestion des zones de secours, notamment quant au risque de voir les budgets de celles-ci s'envoler. Quelle garantie pouvez-vous nous donner face au risque d'emballement des dépenses dans les zones de secours? La province arrive et paye. Quelle aubaine pour certains. Mesdames, Messieurs, la province de Liège compte 6 zones de secours. Elles ont toutes, nous écrivons bien toutes, des projets de construction de nouvelles casernes. Heureux hasard du calendrier, ne soyons pas naïfs. Quelle est maintenant notre deuxième nuance quant au manque de responsabilité que nous identifions dans votre chef?
Votre circulaire est muette, elle ne dit pas un mot quant à l'intégration des provinces dans les organes de gestion des zones de secours. C'est une compétence fédérale, nous répondrez-vous certainement, comme toute la réforme que vous menez grâce aux provinces ou au détriment de celles-ci d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la province, et c'est en lien avec le point précédent sur son réel poids, doit donc se débrouiller pour convaincre elle-même les membres des conseils et des collèges de zone de lui laisser une petite place. Car vous ne dites rien dans votre circulaire et donc rien non plus sur le caractère consultatif ou délibératif de cette petite place et de cette voie qui pourrait être généreusement laissée à la province. Ainsi, si une zone refuse de nous laisser entrer, rien ne l'y contraint, rien, car vous n'avez pas osé les y obliger. Du coup, dans chaque province, on pourrait avoir en 2024 une zone de secours dont le financement vient majoritairement de la province, sans que celle-ci n'y dispose d'un siège avec voix délibérative ou même d'un siège tout court, ce qui apporte finalement aux yeux des communes, et sans doute même si nous espérons nous tromper aux yeux du gouvernement, c'est que les provinces payent et se taisent, qu'elles prennent les poussières, tel ce vieux meuble Louis XV dans le coin du salon, vache à lait, banquière, mais s'il vous plaît, en silence. Troisièmement, et pour en terminer avec notre analyse de cette circulaire, pourriez-vous nous dire pourquoi vous ignorez toujours ainsi la zone de secours 6 ? La province de Liège n'est pas seulement 75 communes, heureusement pas 75 zones, oh là là. J'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur. 75 communes et 5 zones de secours, c'est 84 communes et 6 zones de secours. Il y a bel et bien une 6e zone, celle de la communauté germanophone. Vous l'ignorez totalement dans l'ensemble de vos notes et circulaires, estimant que la Wallonie n'est pas compétente à ce niveau. Si vous vous déclarez incompétent sur ce volet, soit dit en passant, et nous y reviendrons, comme vous devriez peut-être le faire sur l'ensemble de la réforme, les citoyens germanophones de la province de Liège n'en restent-ils pas moins des citoyens comme les autres? Il en va de même des communes et zones germanophones qui, comme les autres, doivent pouvoir bénéficier de l'intervention provinciale. À défaut, comment pourrions-nous leur expliquer que nous payons pour les 5 autres zones de secours et toutes les communes francophones de notre territoire, mais pas pour elles? Quels seraient nos arguments? Nous avons donc, en toute transparence et en prenant nos responsabilités, décidé dès le départ de participer au financement de la zone de secours 6, comme si celle-ci faisait partie de la réforme. Et donc, concrètement, ce choix a évidemment un impact budgétaire. Ça signifie qu'en 2021, notre dotation aux zones de secours était augmentée de près de 587 000 euros, qu'elle le sera de 777 000 euros en 2022, de 985 000 euros en 2023 et de 1 172 000 euros en 2024. Vous l'aurez calculé, pour les 6 zones de secours, le montant total de l'intervention provinciale s'élèvera donc à 40,7 millions en 2024, puisqu'une aide viendra de votre gouvernement jusqu'à cette année-là. Mesdames, Messieurs les ministres, cette circulaire est une déception. Elle l'est d'autant plus car, de nouveau, vous agissez par ce biais et qu'aucun débat n'a eu lieu au niveau de votre Assemblée. Aujourd'hui, clairement, hormis un paragraphe dans votre DPR et des questions régulières et dans tous les sens de députés wallons, il n'y a jamais eu un véritable débat démocratique et parlementaire sur la réforme du financement des zones de secours et sur son impact sur les provinces. Jamais les députés wallons n'ont été appelés à se prononcer ou à voter sur ce mécanisme, pourtant importantissime quant à l'avenir de notre institution et celui des autres provinces. Certains expliquent même cette absence de débat démocratique par un et un seul argument: cette réforme ne serait pas de votre compétence et un décret qui dirait aux provinces de financer les zones de secours ne tiendrait pas 3 minutes devant le Conseil d'État. Nous avons donc une circulaire juridiquement contestable qui donne des chiffres dont on pourrait savoir dans quelques semaines qu'ils sont erronés, qui ne règle rien pour après 2024 et qui ne donne aucune prérogative aux provinces pour enfin entrer dans les organes de gestion des zones de secours. Bref, un texte qui fait rêver. Mesdames, Messieurs les ministres, vous aussi, vous êtes entourés de populistes. Chez vous, ils s'appellent Germain, Alice, John, Julien. Chez nous, leur tribun s'appelle Rafik. Autre prénom, même recette,
Un discours truffé d'approximations, souvent volontaires, pour faire peur ici à un personnel déjà mis à rude épreuve avec les crises successives. Or, la province de Liège a la chance de disposer d'agents de qualité et motivés. Nous le savions déjà, et les 2 crises que nous avons connues, singulièrement les inondations, en ont encore été révélatrices. Elles ont agi comme catalyseurs, ont mis en exergue ces fabuleux talents. Certains n'ont pas hésité, sur base volontaire, à se rendre, même les week-ends, dans une cellule de crise spécialement organisée en urgence, ou à se rendre dans les communes pour travailler directement en soutien à la population ou aux administrations locales. D'autres se sont portés volontaires pour travailler avec des publics précarisés au moment du Covid ou dans des centres d'accueil suite aux inondations. D'autres encore, parfois les mêmes, ont déplacé ou annulé leurs congés. Cette capacité de réaction et d'adaptation nous donne confiance en l'avenir. Confiance car ces agents qui ont pu en urgence se réorienter, nous savons qu'ils comprendront la nécessité qu'auront certains de redéfinir leur mission au sein de l'institution provinciale. Confiance car nous savons qu'ils pourront s'adapter à vos exigences wallonnes, aux nouvelles réalités tant financières qu'institutionnelles. Vous l'aurez tous compris, pour absorber la réforme que vous nous imposez, la mobilité du personnel sera certainement l'un des axes forts de notre action. Demain, en province de Liège, une nouvelle approche du personnel sera mise en place. L'agent aura toujours la place centrale et il n'y aura pas de changement. Ce qui changera, ce seront sans doute pour certains les missions, les objectifs, les services à rendre. Nous avons lu les récents débats qui se sont tenus au sein de votre Assemblée wallonne. Chez vous, récemment, un député wallon PTB, sans doute tuyauté par le tribun Rafik, a cru bon d'interroger votre ministre des Pouvoirs locaux sur cette fameuse saignée dans le personnel. Le ministre répondait fort à propos qu'il ne s'agissait pas de 370 pertes d'emploi et que nous avions décidé, comme nous l'avions annoncé, de ne pas pourvoir notamment au remplacement des agents qui partent à la retraite. Le député PTB avoua donc en réplique qu'on pouvait, et nous le citons, toujours jouer sur les mots. Un jeu de mots du PTB, un article dans la presse et le crime est presque parfait. Le populisme en reprend une couche, les likes s'accumulent sur Facebook et la vérité attendra encore un peu. Le personnel mérite mieux qu'un jeu de mots. Pas de licenciement sec, c'est pourtant clair et sans équivoque. Merci donc à ce personnel provincial qui, nous l'avons entendu, a été contraint d'œuvrer dans la douleur pour confectionner notre budget. Qu'il sache par ailleurs que notre porte est toujours ouverte et qu'il reste notre priorité numéro 1. Lors de nos débats budgétaires toujours, si certains comprenaient que le budget 2022 concrétisait de manière plus stricte les lignes directrices du budget 2021, d'autres regrettaient d'abord qu'il n'y ait pas de ligne et ensuite que la politique du râteau ait été utilisée. Mesdames, Messieurs, si nous n'avions pas utilisé la technique du râteau ou de la râpe à fromage, c'est l'expression habituellement utilisée, mais ça fait moins écolo, je vous l'accorde, comment aurions-nous pu intégrer la réforme que vous nous imposez? 2 solutions s'offraient à nous. Réduire les dépenses de manière linéaire ou supprimer des services. Mais soit dit en passant, personne à cette tribune ne dit lesquels ni comment, même si, à les entendre, il serait aisé de supprimer certaines lignes budgétaires. Personne n'a déposé d'amendement budgétaire crédité d'un budget autre que 0 € et personne ne dit clairement que choisir, quel projet garder, mener ou supprimer. Cela dit, certains nous ont fait part de leurs rêves, mais veulent-ils rêver d'un autre monde où la Terre serait ronde, ou veulent-ils encore rêver d'elle, de cette province maîtresse de son destin et qui ne parlerait pas de lignes budgétaires, mais d'agents, d'associations ou encore de bénéficiaires? Réduire les dépenses de manière linéaire ou supprimer des services, évidemment, aucune des 2 solutions n'est idéale, mais une seule répond au tabou que nous nous fixions l'an dernier de ne pas toucher au personnel. À notre niveau, au niveau du collège, la volonté n'est donc pas de supprimer tel ou tel service. En effet, qu'aurions-nous fait du personnel qui aurait vu son service être supprimé? Comment aurions-nous réorienté un psy, une infirmière,
un agent en éducation physique si leur service tout aussi spécifique avait été supprimé. Pas de suppression de services donc, par contre, un lissage sur l'ensemble des départements et services provinciaux. Ainsi, le collège, évidemment en collaboration avec les directions générales, doit réaliser un plan d'économie. Chaque département a plusieurs objectifs chiffrés et très concrets, 15% d'économie. Et dans ces 15%, des objectifs encore plus précis ont été déterminés. 70% des 15% devraient concerner des dépenses de personnel, 16% des dépenses de fonctionnement et 8% des dépenses de transfert. Bien sûr, l'objectif du collège et de chaque département reste et doit rester ces 15%. Il est donc loisible à chacun, en fonction des spécificités, ressources et projets en cours ou à venir, d'ajuster la mire entre ces trois types de dépenses. C'est à cela que nous nous sommes engagés et vers quoi nous travaillons toutes et tous chaque jour. Concrètement, cela signifie que pour chaque euro dépensé, la pertinence de la dépense est examinée à la lecture des économies à réaliser. Nous l'avons déjà dit, nous ne dépensons plus comme nous l'avons déjà fait et nous dépenserons encore moins à l'avenir. Tout est priorisé, tout est scruté, un peu à l'instar de ce que votre gouvernement entreprend avec son budget base zéro. L'opportunité de chaque dépense est préalablement screenée sous l'angle de la réforme et des économies. Le personnel n'est donc pas menacé, son rôle est renforcé, notamment via le développement de la mobilité interne. Celle-ci permet et permettra à chaque agent de pouvoir développer toute l'étendue de ses compétences dans le service le plus adéquat et le plus en attente justement de ses compétences. Pour parler chiffres, ces 370 emplois à l'horizon 2024, ces personnes qui, cette année déjà et depuis 2020, n'ont pas été remplacées ou dont le contrat n'a pas été renouvelé, ajouté à la diminution des désignations, notamment de collaborateurs occasionnels, ça représente d'ores et déjà une économie de 6,3 millions d'euros en 2022. C'est beaucoup, peut-être trop, mais c'est surtout à mettre en lien avec, d'une part, les centaines d'emplois qui seront peut-être préservés grâce à toutes ces mesures difficiles et d'autre part avec les différentes augmentations touchant le volet personnel de notre budget. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs les ministres, nous souhaitons vous rappeler que nous avons donc à gérer une réforme qui nous a été imposée tout en devant faire face à un populisme facile, tellement facile, un populisme du « il n'y a qu'à garder tout le personnel, il n'y a qu'à engager encore et encore, il n'y a qu'à financer les pompiers et il n'y a qu'à offrir les services provinciaux gratuitement, tout en il n'y a qu'à supprimer les taxes, sauf pour les bureaux, et il n'y a qu'à demander un refinancement du fonds des provinces. » Alors c'est vrai que nous n'y avions pas pensé, ces recettes fonctionnent peut-être dans leur tract, mais pas dans nos réalités budgétaires. Mesdames, Messieurs les ministres, un autre point de crispation de votre réforme est que dans notre société, où chacun souhaite davantage de solidarité, d'entraide et de travail en commun, vous faites le choix d'opposer les élus locaux. Vous opposez les municipalistes, qui pour certains voient cette réforme comme une bouffée d'oxygène, mais pour d'autres comme n'allant pas assez loin. Finalement, la DPR disait 100% de reprise. Pourquoi s'arrêter à 60 ou à 65%? Et vous les opposez aux provinciaux qui, pour certains, ont fanfaronné et clamé haut et fort qu'ils intégreraient la réforme sans difficulté. Ils déchantent d'ailleurs aujourd'hui. Pour d'autres, qui clament depuis des mois que ce sera impossible d'y arriver. Et enfin, pour les derniers, notamment à Liège, mais nous y reviendrons, qui prennent cette réforme comme une opportunité de redéfinir, une bonne fois pour toutes, leurs missions et compétences, tout en étant cependant conscients que le contexte budgétaire est difficilement tenable à terme. À cet égard, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques éléments précis de notre budget initial 2022. Une fois encore, nous n'avons pas modifié notre fiscalité. Certains trouvent que nos capis sont trop importants, mais ne proposent pas d'autres sources de recettes. À l'exercice propre, nos recettes sont estimées à plus de 458 millions d'euros et sont en augmentation de 0,8% par rapport à celles de 2021.
Nos dépenses, quant à elles, sont estimées à plus de 460 millions d'euros et sont en augmentation de 2,82%. Quelques commentaires avant de continuer. Vous l'aurez compris, notre budget ordinaire est en déficit de 2 millions d'euros. Ce n'est pas une première, puisque le budget provincial a déjà été en déficit en 1969, en 1972 et la dernière fois en 1975. Interpellant, vous aurez lu que nos recettes ne sont en augmentation que de 0,8%, alors que nos dépenses augmentent de plus de 2,8%. Dans ces 2,8%, qui représentent environ 13 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2021, plus de 7 millions, et donc plus de 50% de l'augmentation des dépenses, ne concernent que les zones de secours. Nous vous laissons imaginer la suite lorsque les chiffres s'emballeront en 2024. Notre contribution aux zones de secours sera plus de 2 fois supérieure à celle de 2021. Pour en revenir aux recettes, le Fonds des provinces représente 32,7 millions d'euros. Il représentera 33,1 millions d'euros en 2023, lorsque notre contribution pour les zones de secours s'élèvera à 33,5 millions dès 2023. Nous recevrons donc moins du Fonds des provinces que ce que nous devrons verser aux zones de secours. Ajoutons que plusieurs études et avis juridiques estiment que ce basculement sera anticonstitutionnel. Quelle est donc votre analyse à ce sujet? De même, en 2022, nos revenus liés à la fiscalité risquent de diminuer. Nous devons en effet tenir compte des dégrèvements et des conséquences des inondations. En ce qui concerne nos dépenses de personnel se chiffrent à près de 350 millions d'euros, soit 76% du total, et ce, malgré le bain de sang social annoncé par certains. En ne tenant pas compte du personnel enseignant subventionné, nous arrivons toujours à 212 millions d'euros. C'est évidemment le plus gros poste de dépenses de notre institution, puisque les dépenses nettes de personnel représentent près de 2/3 des dépenses globales de la province. Au niveau des dépenses de personnel toujours, mesdames et messieurs les ministres, vous n'êtes pas sans ignorer que le Bureau fédéral du plan a confirmé que l'indice pivot était dépassé et qu'une indexation des salaires aurait lieu dès ce mois d'octobre. Selon ce même Bureau du plan qui communiquait le 5 octobre, l'indice pivot devrait de nouveau être dépassé en janvier. Cela signifie une nouvelle augmentation des salaires pour le mois de mars. Cette indexation des salaires est évidemment une bonne nouvelle pour les agents provinciaux, notamment dans le contexte de tensions sur les factures d'énergie. Cependant, à une échelle plus macro, savez-vous que cette indexation coûtera 5 millions d'euros au budget provincial? Le nouveau dépassement de l'indice pivot en janvier, avec effet sur les salaires de mars et donc sur 10 mois sur 12, en 2022, coûtera, lui, 4,2 millions à notre budget. Le budget 2022 est donc alourdi de 9,2 millions d'euros uniquement pour financer les 2 indexations. Admettez que c'est énorme. Autre élément qui gonfle encore nos dépenses de personnel, c'est, comme pour de nombreux autres pouvoirs locaux, villes, communes et zones de secours, encore elles, l'augmentation pour plus de 10 millions d'euros de la cotisation de responsabilisation. Enfin, pour conclure cet important chapitre sur les dépenses de personnel, rappelons qu'une annale salariale représentant 1,5 million d'euros a été budgétée. Sans l'effort de 6,3 millions déjà mentionné dans notre courrier, l'augmentation du volet personnel de notre budget provincial aurait donc atteint les 20,7 millions d'euros, rien que pour cette année. Vous lisez bien, 20,7 millions de dépenses de personnel supplémentaires en un an si aucune mesure n'avait été prise. Autre élément important de nos dépenses, les dépenses de transfert qui représentent 47,6 millions d'euros, soit 10,36%, et qui sont en forte hausse. Nous l'avons écrit plus haut, essentiellement en raison de notre participation dans le financement des zones de secours. Enfin, concernant nos dépenses, les dépenses de fonctionnement se chiffrent à un peu plus de 45 millions d'euros, soit 9,8% de nos dépenses totales. Ces 45 millions représentent tant les véhicules que les bâtiments. Sachez par ailleurs que si le poste énergie, regroupant nos consommations en électricité, gaz, bois et mazout, est budgété à 6,6 millions à la modification budgétaire,
Il passe à plus de 7,6 millions à l'initiale 22. Ça représente une augmentation de 16,43% pour environ 1,1 million d'euros. Vous avez cru que c'était fini, hein? Pas encore. Après nos recettes et nos dépenses, nos réserves. Car oui, mesdames et messieurs les ministres, il reste quelques niveaux de pouvoir qui disposent de réserves. Sans doute, les majorités doivent-elles être formées depuis près de 50 ans pour que ça soit possible. Cependant, si ces réserves étaient toujours de 117 millions au 1er janvier 2020, elles ne seront plus que de 76 millions au 1er janvier 2022. 41 millions consommés en 2 ans. Faites le compte. À ce rythme-là, dans 4 ans, la province de Liège sera à sec. En effet, selon l'estimation de nos recettes et dépenses pluriannuelles sur les 5 prochaines années, nous constatons que nos réserves de 76 millions au 1er janvier seront totalement épuisées dès 2025. Ça engendre un déficit de 20 millions pour l'exercice concerné, déficit qui passera à 46 millions à l'aube de l'année 2026. Ces réserves vont donc essentiellement être vidées pour financer notre intervention dans les zones de secours. Ce n'était évidemment pas leur mission première, puisque si ces réserves ont été constituées, c'était avant tout pour que la province puisse faire face à l'inflation et aux indexations, mais aussi pour couvrir le coût de l'ensemble des projets mis en route et à concrétiser. Les perspectives ne sont guère réjouissantes, vous vous en rendez certainement compte, et pourtant, la province est à un tournant. Cette phrase, nous l'entendons toutes et tous depuis des années, mais elle n'a sans doute jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. La volonté affichée par votre gouvernement dans sa DPR est que le rôle des provinces soit concentré dans un domaine précis, la sécurité civile, tout en réduisant leur volume d'action résiduelle. Malheureusement, cette réforme arrive dans un contexte inédit, traversé depuis 2 années maintenant, et qui nous impose effectivement d'agir en gestion de crise, crise d'une intercommunale sans doute, crise sanitaire, crise liée aux inondations, et à notre niveau, nous ajouterons cette crise liée aux zones de secours. Dans la gestion quotidienne, ces 3 dernières crises ne sont certainement pas très éloignées. Elles nécessitent de nombreuses réunions pour trouver des budgets en urgence. Elles demandent au personnel de se réinventer, aux directions de dégager de nouvelles lignes et aux collèges de trouver de nouvelles orientations. Ces 3 crises concomitantes nécessitent d'être priorisées, gérer l'urgence dans l'urgence. Le Collège provincial liégeois a joué et joue son rôle dans la gestion des crises sanitaires et liées aux inondations. En ce qui concerne les zones de secours, le travail est plus long et les échéances moins prégnantes. Le travail budgétaire est réalisé et la redéfinition des missions est en cours. L'entrée dans les zones de secours a nécessité un travail conséquent de la part du collège, travail de pédagogie, d'explication, de rencontres. Ça a abouti pour l'instant à ce que les représentants soient autour de la table, mais pas nécessairement que notre parole soit entendue d'une manière identique partout. Pour en revenir à nos missions, la volonté est de renforcer notre action là où nous pouvons apporter une plus-value, là où nos actions sont les plus efficaces, tant pour les communes que pour les associations et les citoyens. Contrairement à ce que d'aucuns peuvent prétendre, certaines actions sont déjà identifiées et renforcées. Pensons à la création du nouveau département des relations avec les territoires, villes et communes, qui consiste en une rationalisation de ce que nous faisions avant au sein de plusieurs cellules en un seul département rassemblé sur un seul site, à la redéfinition de l'Académie des sports qui ira à la rencontre de tous les enfants dans les écoles, et ce, quelles que soient leurs affinités avec le monde sportif, à la perspective de Bavière et à l'intégration de certaines missions du service jeunesse au département culture, au laboratoire provincial dont les nouveaux contours d'action vont être redéfinis en vue de rencontrer les champs où l'action scientifique provinciale est la plus nécessaire et où nous apporterons une réelle plus-value. Pensons aussi au développement du centre de traitement du linge qui, à court terme, pourra prendre en charge davantage de tenues provenant du centre de formation pratique d'Amay,
mais qui pourra également proposer ses services à l'ensemble des zones de secours, à l'opération Winbooks qui, via la distribution d'ordinateurs portables à nos élèves du premier degré, témoigne de notre volonté de renforcer et de dynamiser la place et l'usage du numérique dans notre enseignement, à la poursuite du projet Green Deal Cantine Durable au sein des cantines de nos restaurants scolaires et qui, avec le Green Deal 2.0, renforce notre objectif de labellisation cantine durable. Et enfin, et de manière plus transversale, bien sûr, à la vente des bâtiments. Certes, celle-ci permettra potentiellement de faire quelques bénéfices, mais elle est surtout mue par un véritable projet de rationalisation. Les missions sont donc bel et bien en cours de redéfinition. À cet égard, nous souhaitons désormais vous proposer un exercice de politique fiction en 2 questions. Sur notre territoire, tout d'abord, comment la pandémie de Covid-19 et les inondations auraient-elles été gérées et appréhendées sans l'institution provinciale? Estimez-vous qu'être partie prenante à la gestion d'une épidémie et d'une catastrophe naturelle fait partie du volume d'action résiduelle d'une province? Comment la seule Wallonie et les communes auraient-elles pu faire sans l'aide provinciale? Précisément concernant la crise sanitaire, quelques exemples parmi tant d'autres. Qui a débloqué un budget de 5 millions d'euros pour fournir masques, gel et gants, tant aux zones de secours qu'aux zones de police, à l'aide médicale urgente, aux médecins généralistes ou encore à tous les travailleurs du parc Astrid? Qui a accueilli les personnes sans domicile fixe, leur a offert du matériel de subsistance, leur a distribué de la nourriture et a organisé une assistance médico-sociale au quotidien? Qui a produit près de 8000 litres de gel hydroalcoolique en urgence via son réseau de petits producteurs? Qui a produit plus de 8500 visières via les machines de son Créalab? Qui a garanti ses subsides à l'ensemble des secteurs touristiques et culturels, même quand certaines manifestations prévues en 2020 avaient été reportées? Qui a mis et continue à mettre des cars à disposition d'hôpitaux ou de cercles de médecins afin d'organiser le testing ou la vaccination? Ajoutons, dans les jours qui ont suivi les dramatiques inondations des 14 et 15 juillet, qui a mis en place une cellule de solidarité, qui a mobilisé sur base volontaire plus de 67 agents pendant 15 jours de permanence et réceptionné plus de 2700 appels, tout en permettant concrètement de trouver une solution pour plus de 78 demandes de relogement temporaire, par exemple. Qui a géré un important centre de dons pendant 18 jours non-stop, 7 jours sur 7, grâce à 160 agents sur le pont qui ont traité plus de 1500 mètres cubes de dons? Qui a permis de laver plus de 19 tonnes de linge pour les sinistrés et les services de secours? Qui a permis de préparer plus de 32 000 repas pour les sinistrés dans une école polytechnique de Verviers? Qui a analysé et entretenu plusieurs cours d'eau de 2e et 3e catégorie? Qui a cherché et trouvé des solutions pour reloger plusieurs clubs sportifs impactés? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, mais la liste serait trop longue pour être contenue dans cette lettre, mesdames et messieurs les ministres, c'est la province de Liège qui les a menées. Les diverses initiatives orchestrées par la province pour faire face à la crise Covid ont coûté grosso modo 7,5 millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter plus ou moins 2,3 millions en non-rentrée. On tourne donc aux alentours de 10 millions d'euros. Quel autre niveau de pouvoir, aussi proche des communes, peut supporter une telle dépense et l'opérationnaliser de manière cohérente sur son territoire? C'est la province de Liège, amie des communes. La province de Liège, proche de ses citoyens. La province de Liège, à l'écoute du secteur associatif, culturel, sportif qui, avec l'ensemble de son personnel, a œuvré sans relâche au cours de ces 2 tempêtes que nous venons de traverser. D'ailleurs, à qui avez-vous octroyé un budget de 2 millions d'euros au titre de l'aide régionale au nettoyage des inondations? Ce montant qui doit permettre la prise en charge de toute action utile au niveau provincial et particulièrement l'aide apportée aux communes leur permettant de remettre en état de fonctionnement ou d'assumer temporairement les services administratifs et tout autre service aux citoyens. Vous l'avez octroyé à la province de Liège, car vous savez la connaissance qu'elle a de son territoire, de ses communes, de ses citoyens. Vous savez qu'elle est la mieux armée pour répondre concrètement et positivement aux attentes et besoins de chacun.
Vous savez que vous ne pouvez pas tout gérer depuis Namur, que les pouvoirs locaux sont parfois trop démunis et que donc il faut ce niveau de pouvoir intermédiaire. De facto, ce budget octroyé n'est-il pas une preuve supplémentaire de l'utilité des provinces en tant que chaînon essentiel entre votre gouvernement, la région donc, et les villes et communes? Nous y reviendrons. Deuxième question, dans notre exercice de politique fiction, si les provinces n'existaient plus en 2025, comment feriez-vous? Si le prochain gouvernement devait décider purement et simplement de notre suppression ou par exemple de prendre une nouvelle circulaire qui imposerait un financement intenable pour les provinces, que se passerait-il? Les finances wallonnes et ou celles des communes sont-elles saines au point de pouvoir absorber à court ou moyen terme les 212 millions de charges de personnel sans compter les indexations annuelles et j'en passe, les 45 millions de dépenses de fonctionnement pour les bâtiments et véhicules provinciaux ou encore les 60 millions de dépenses? C'est plus de 300 millions annuels. La Wallonie peut-elle les absorber? Qui pourrait s'occuper de nos bâtiments, classés pour certains? Qui aurait les budgets et le personnel pour les entretenir? N'y a-t-il pas un risque que tout soit simplement vendu au plus offrant? Certains d'entre vous souhaitent déjà la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les mêmes questions pourraient se poser là aussi. Mais à côté de ces considérations purement budgétaires, bien que primordiales, se pose aussi la question de la gestion de ces compétences. Que feriez-vous de nos compétences? Pensez-vous pouvoir tout reprendre, tout exercer, et en plus de ce que vous faites déjà aujourd'hui, avec quels moyens budgétaires pourriez-vous faire ce que nous faisons au bénéfice de tous? Sans la province de Liège, qui mettrait en route un bibliobus capable de se rendre dans 53 de nos 84 communes, qui organiserait les écoles du feu, de police, des cadets ainsi que les PAMU, qui organiserait des découvertes en sport pour tous en milieu scolaire, qui ferait de la promotion à la santé et au bien-être dans les écoles, qui développerait un réseau global de parking d'écovoiturage, qui coordonnerait les 2500 km de réseau point nœud, qui mettrait à disposition des familles une piscine extérieure chauffée avec des toboggans, qui pourrait enfin proposer autant de marchés publics au bénéfice des communes. Nous vous le demandons. La province ne doit pas exister et survivre pour elle-même, elle doit perdurer pour les actions et services qu'elle offre au bénéfice de chacun. Alors, oui, la province doit évoluer, oui, cette évolution doit s'inscrire dans une volonté de modernisation. Le meuble Louis XV doit être rénové, pas seulement dépoussiéré. Oui, cette modernisation doit s'accompagner d'une réflexion scrupuleuse sur ses dépenses, mais non, cette réduction des dépenses ne doit pas être un alibi à peine voilé à la remise en cause de son existence. La province n'est pas morte. Elle regorge d'ailleurs encore et toujours de projets qu'elle entend mener à bon port en étant bien sûr soucieuse que chaque euro dépensé doit l'être au mieux et consciente que les investissements qui étaient possibles hier ne le sont sans doute plus aujourd'hui et le seront encore moins demain. Ainsi, l'année prochaine, plusieurs projets d'envergure seront concrétisés. Un nouveau pôle musical à l'OM, l'aménagement du site de Saint-Laurent pour le regroupement de tous les services santé sociale, une nouvelle académie des sports qui ira directement à la rencontre des enfants dans les écoles, un nouveau pôle des savoirs à Bavière, véritable lieu de culture, le développement du centre de formation pratique à Amé, la rénovation du centre de traitement du linge. Mesdames et messieurs les ministres, si vous ne saisissez pas l'intérêt provincial, n'hésitez pas à nous rendre davantage visite, à venir vous rendre compte par vous-même sur notre terrain, à voir au jour le jour les actions que nous menons, les aides que nous apportons toujours de manière complémentaire et non concurrente aux vôtres, à celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à celles des pouvoirs locaux. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement wallon, depuis que les premiers chiffres sont sortis, tous les collèges provinciaux s'étaient plus ou moins violemment exprimés dans la presse ou via d'autres canaux contre votre réforme. À Liège, nous avions choisi une autre approche, travailler. Travailler en prenant cette réforme comme une opportunité de redessiner un niveau de pouvoir,
parfois poussiéreux, admettons-le. Travailler pour redéfinir nos missions essentielles et appréhender au mieux cette nouvelle et difficile matière que représente la sécurité civile et la gestion des zones de secours. Travailler pour sauvegarder l'emploi du personnel tout en continuant à lui conférer des missions qui lui permettent de s'épanouir au mieux. Travailler pour vérifier et justifier la pertinence de chaque euro dépensé. Travailler pour mener à bien les projets qui avaient été initiés avant la sortie de votre DPR et la formalisation de cette réforme. Cette volonté de travail bien fait dans notre chef doit cependant s'accompagner de respect envers nous, envers le personnel surtout, et envers nos bénéficiaires. Nous ne pouvons plus accepter d'entendre des députés wallons monter à la tribune et déclarer que les provinces ne servent à rien, qu'il y a trop de personnel, que les compétences pourraient aisément être reprises. Les provinces méritent mieux que ça, et nous venons de vous lister quelques-unes de leurs nombreuses actions et plus-values. Cette réforme, nous ne la souhaitions pas, mais nous faisons et ferons tout pour qu'elle soit salutaire pour l'institution que nous représentons, et c'est ce à quoi nous nous employons et nous engageons. Si les deux partis de notre majorité provinciale sont à la manœuvre également au sein de votre gouvernement, il n'est pas schizophrénique pour la cause de marquer notre désaccord avec cette réforme. En tant que députés provinciaux, nous souhaitons en effet, et une fois de plus, défendre les intérêts de notre institution et de ses collaborateurs. Cette compétence de la sécurité civile, si elle est exercée par la province avec les moyens adéquats, c'est-à-dire notamment avec un pouvoir délibératif, pourra être un formidable levier de repositionnement stratégique, nous l'avons bien compris. Aujourd'hui, si nous vous écrivons, c'est pour vous resensibiliser aux réalités provinciales, pour vous demander d'ouvrir les yeux sur ce que la province apporte à chacun, sur ses réalités en termes de personnel, de patrimoine, de budget, mais aussi de compétences. Si les provinces sont le plus ancien niveau de pouvoir en Belgique, n'y a-t-il pas une raison? N'ont-elles pas bel et bien leur intérêt et pas uniquement celui du meuble qui prend la poussière dans le salon? Convaincus de l'attention que vous porterez à ce courrier, nous restons, mesdames et messieurs, les ministres, à votre entière disposition, le Collège provincial liégeois. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, M. Delray. Merci. Très brièvement, Monsieur le Président. En l'absence du tribun Rafik, le tribun Marc avait envie de prononcer quelques mots. Ça me fait tout drôle, en fait, d'être pris pour un ministre. Si le texte qu'on vient d'entendre avait vraiment pour vocation d'être adressé aux membres du gouvernement régional, alors il serait sans doute très courageux, mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le cas. En tout cas, j'ai comme un petit doute. Donc, je constate que Mme Firquet s'est habillée aujourd'hui de son plus beau rouge pour tirer à boulet de même couleur sur le PTB. Ah, enfin, ça se rapproche. C'est probablement le plus proche dont vous pouviez sans doute... voilà. L'approximation la plus proche que vous pouviez espérer, sans doute, du rouge. Donc, le PTB aura au moins le mérite de servir de punching ball dans cette assemblée. Cette manière de caricaturer le travail des communistes, cette manière, par exemple, de désigner les élus par leur prénom, je trouve que c'est très méprisant. Ça nous ramène au macartisme aux États-Unis, une période qui, à mon sens, n'est pas la plus glorieuse dans l'histoire démocratique de ce pays. Et en fait, ça n'a pas d'autre but que d'éviter le débat sur les questions que nous souhaiterions amener. Et dès lors, les populistes ne sont peut-être pas toujours ceux que l'on pourrait penser. Quant au sens des mots, quand on dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi à la province et quand, dans le même temps, on décide de ne pas reconduire tous les contrats à durée déterminée, moi, il me semble qu'on joue aussi sur les mots. Voilà, encore une fois, d'où la question, qui joue sur les mots ?
qui est populiste et je ne crois pas non plus vraiment que le personnel de la province ait besoin du PTB pour nourrir quelques inquiétudes par rapport à leur avenir. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion sur le document budgétaire 21-22/01 à 012 et nous pouvons passer au vote. Le document 22/01, budget provincial 2021, troisième série de modifications, qui est pour les conclusions de la deuxième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB, le groupe Écolo et le groupe CDH. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 3 de l'ordre du jour, le document 21-22/02, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires 2021, quatrième série, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe PTB, le groupe Écolo, le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour, le document 21-22/03, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement général de perception des taxes provinciales, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe CDH, le Conseil adopte la dite résolution. Point 5 de l'ordre du jour, le document 22/04, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules hors d'usage, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe Écolo, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe PTB. Point 6 de l'ordre du jour, document 21-22/05, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d'usage, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH, le groupe Écolo et qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 7 de l'ordre du jour, le document 22/06, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe Écolo, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 8 de l'ordre du jour, le document 22/07, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif à la taxe sur les permis et licences de chasse, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH et le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour, le document 22/08, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif au permis d'environnement, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH et le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 10 de l'ordre du jour, le document 22/09, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, règlement relatif aux exonérations en faveur d'activités industrielles nouvelles, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR,
qui est contre, le groupe CDH et le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 11 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2022, résolution fixant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH, le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour. Le point 22, le document 22/011, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2022. Pour rappel, la 2e commission proposait d'adopter le budget 2022 par 6 voix pour et 5 abstentions. Nous allons à présent procéder au vote par appel nominal. Je vous demande donc de répondre oui, non ou abstention à l'appel de votre nom. Monsieur le Premier secrétaire. Merci, Monsieur le Président. Bachir Moustapha. Basta Astrid. Brodure-Willa Muriel. Capa Serge. Chialon Thomas. Colombini Déborah. Crane Katharina. De Serre Alain. De Franfirke Virginie. De G Maxime. Delré Marc. Denis André. Teroual Yves. Dubois Guy. El Ajaji Agib. Ernst Serge. Fernandez Miguel. Firki Cathy. François Nathalie. Frenet Muriel. Gaillard Sandrina. Gillard Luc. Au fort et clair, monsieur le député. Grédor Isabelle. Moi-même. Artoc Paul. Au regard Catherine. Oussio Alexis. Ouzio. Tu m'excuses. Able Isabelle. Klinkenberg Claude. Lacombe Catherine. Lebeau Caroline. Le jeune Jean-Denis. Le jeune Luc. Léonard Roland. Lux Valérie. Magnery Marc. Maréchal Nicole. Meurens Jean-Claude. Montville Marie. Moukas Assia. Nandra Sabine. Neumann Michel. Neven Jacob Chantal. Nissen Didier. Osman Alfred. Piron Grégory. Rassa Rafik. Renson Catherine. Samedi Isabelle. Chêne Marie-Christine. Schrobilgen Jacques. Chêne Marie-Christine. Si c'est possible de le dire, c'est mieux. Voilà. Soeva Asiane. Dans de Bruges Anne. Van de Berg Victoria. Van de Bury Julien. Jadot Jean-Claude. Oui. C'est donc par 31 oui, 17 non et 0 abstention que le Conseil adopte le budget. Point 13 de l'ordre du jour, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires 2022, première série, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe PTB, le groupe Écolo.
Point 14 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 25 novembre à 16h30.